Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Avant de commencer, on aimerait passer en revue quelques détails techniques, donc pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions et réponses ou Q&A qui s'affiche devant vous. Vous pouvez aussi poser des questions anonymisées pour les plus timides d'entre vous. Alors, si vous avez aussi des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. On se fera un plaisir de vous aider. Et puis, sachez aussi que ce webinaire sera enregistré. Donc, vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour accéder et partager l'enregistrement après le webinaire. Et puis, vous aurez aussi accès à une bibliothèque digitale sur tous les supports sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, je suis Sarah Taifi, je suis Product Marketing Manager chez TinyClose. Je vais laisser mes co-présentateurs se présenter, donc Jorma et Simon. Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Mal Auteur 3. Je travaille chez TinyClose depuis 3 ans et auparavant, j'exerçais des fonctions dans le CRM en tant que chargé de campagne puis responsable CRM. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Simon Boissineau, je dirige l'équipe Data Operations chez TinyClose depuis 6 ans maintenant, qui est en charge du coup de la récupération de vos données et du réglage de vos algorithmes prédictifs. Et auparavant, je travaillais au CEA sur un sujet assez différent. Merci Simon, merci Jean-Marc. Donc en termes d'agenda, notre webinaire va durer à peu près 35 minutes. On va commencer par vous expliquer ce qu'on veut dire par le piège de l'automatisation ou les limites de la marketing automation, surtout pendant la crise. Ensuite, on va passer vers un format un peu plus conversationnel, donc questions-réponses avec Jean-Marc et Simon, sur les tendances chez les clients TinyClose, comment prendre la parole pendant cette période et optimiser ses campagnes marketing et ses communications, et puis comment anticiper et passer justement et préparer la reprise. Alors sur la photo, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un fromage ou est-ce que vous voyez un piège? Donc pour nous, c'est une illustration de ce qu'on appelle le piège de la marketing automation, et c'est cette illusion, c'est cette conviction que les machines, que l'AI, que l'automation va résoudre tous les problèmes des marketeurs. Alors petit spoiler avant de commencer, ça ne va pas arriver, surtout pas dans un avenir proche et certainement pas pendant le contexte actuel. Et donc, pour vous illustrer, vous expliquer un peu plus ce qu'on veut dire par ce piège-là, voici une illustration du mix marketing client chez la majorité de nos clients quand on commence à travailler avec eux. Donc, on a une partie qui est automatisée, donc qui représente de 5 à 10% du total des messages envoyés, qui peut être des séquences de bienvenue, des triggers d'abandon de panier, ces types de choses. Et puis, on a à côté, qui est représenté en rouge dans le camembert, tous les messages qui sont un peu plus massifs, qui sont vos newsletters, vos annonces produits, vos promotions. Et donc, sur le camembert à droite, quand on regarde en termes de résultats, on se rend compte que les messages automatisés, ça représente, ça a un CA par message plus élevé. Donc, on peut dire que c'est efficace. En vérité, c'est un peu biaisé parce que, en vrai, par exemple, si on prend l'exemple d'un abandon de panier, c'est une personne qui est quand même en phase d'achat, qui a exprimé une intention d'achat, c'est un prospect chaud, donc bien évidemment qu'il y aura un achat derrière. Pour prendre un exemple un peu plus simple pour illustrer, c'est si on prend un supermarché en modèle d'attribution last click, on peut dire que la caissière, elle fait 100% du chiffre d'affaires du supermarché et qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les autres employés. On peut garder la caissière, on va quand même garder 100% du chiffre d'affaires, qui est une chose qui n'est pas vraie. Donc, ce qui veut dire que même si on a l'impression que l'automatisation est très efficace en termes de CA par message, on se rend compte qu'il y a un plafond à cette efficacité. Alors, on l'atteint à 5%, à 10%, à 15%, mais on finit par l'atteindre. Pour vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire ce plafond, si on prend un trigger d'abandon de panier, encore une fois, pour pouvoir envoyer ce trigger d'abandon de panier, il faut avoir de la demande pour aller recibler et retaper ces personnes qui ont exprimé cette intention d'achat. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de plafond. Et c'est pour cette raison que vous avez besoin d'un marketing non automatisé. Vous avez besoin de créer de la demande pour vos produits.
Ce que je dis a peut-être l'air un peu évident, vous le saviez probablement, mais pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de marketeurs qui tombent dans ce piège de la marketing automation? On s'est rendu compte que les éléments de langage qu'on emploie pour décrire l'un et l'autre ne sont pas les bons et qu'on parle de deux fonctions différentes qui servent différents objectifs. Alors, est-ce qu'un abondant de panier, c'est du marketing? Bah, pas vraiment, parce qu'un abondant de panier sur un site web, c'est un peu pour remplacer le manque de vendeurs. Dans le monde physique, quand on va en magasin, il y a un vendeur qui vient vous expliquer des choses sur le produit qui quand même vous influence un peu. Sur un site web, pour convertir, on n'a pas ce vendeur et nous, on fait des triggers d'abondant de panier. Donc, ce n'est pas du marketing, c'est de la vente. Et c'est pour ça qu'on dit que la marketing automation n'existe pas, parce qu'en réalité, c'est de la sales automation. Mais le reste, vos 90% de trafic de vos messages marketing, ça, c'est du vrai marketing. Et alors, le vrai marketing, c'est, si on devait le définir, c'est prendre la parole auprès de vos clients, c'est prendre la parole auprès peut-être d'un client qui n'est pas venu depuis très longtemps pour lui parler d'un produit ou d'une offre, d'une promotion, de la nouvelle collection, d'une nouvelle destination. Et donc, ce marketing-là, il ne peut pas être automatisé. Et il ne peut pas être automatisé parce que non seulement il génère de la demande, mais il permet aussi de générer de la demande en fonction de vos objectifs métiers. Donc, répondre par exemple à des questions d'inventaire, répondre aux demandes de votre équipe merchandising, de votre équipe yield pour pousser une catégorie ou un produit spécifique, mettre en avant une promotion ou par exemple une campagne trade pour un fournisseur. Donc, tous ces objectifs métiers et ces objectifs business, le vrai marketing est là justement pour générer de la demande pour ces objectifs. Et la réalité, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui font de la sales automation, qui font d'ailleurs très bien leur boulot, mais il y a peu de solutions qui font du vrai marketing, qui vous aident à faire du vrai marketing. Et c'est pour ça qu'on n'y investit pas assez. Alors, comment savoir si on est tombé dans le piège de la marketing automation? On se rend compte, le premier signe, c'est que vous avez investi dans l'automation, vous avez mis en place un système de trigger, c'est bon, c'est fait. Et puis de l'autre côté, vous n'investissez pas dans vos campagnes de vrai marketing qui représentent quand même 90% de votre trafic. Et donc, par exemple, vous faites du batch and blast ou du ciblage intuitif. Le deuxième signe, c'est que vous n'avez peut-être pas l'agilité ou la capacité de répondre aux demandes d'autres équipes de votre organisation, comme le yield, vos catégories managers, et vous avez du mal à les aligner sur un seul plan de campagne qui puisse à la fois satisfaire toutes les demandes des parties prenantes, mais aussi être efficace. Et qu'est-ce qui arrive quand vous n'arrivez pas à mettre en place un plan de campagne qui met en avant de manière pertinente à la fois vos produits et vos offres? À chaque fois que vous vous adressez à vos clients, vous allez leur envoyer des codes promo, des réductions, des promotions. C'est aussi pour revenir à ce que j'ai dit au début, cette conviction et cette illusion que la marketing automation ou les machines vont vous remplacer l'humain et vont prendre le contrôle. Et on se rend compte que dans le contexte actuel, dans la crise actuelle, on a non seulement besoin de vrai marketing, mais en vrai, notre survie en dépend. Selon une récente étude de Kantar sur le marché français, donc 68% des consommateurs français interrogés disent que les marques ne doivent pas exploiter la situation actuelle comme argument commercial. Ce qui représente quand même un exercice un peu délicat pour les marques et pour les marketeurs qui souhaitent garder ce lien avec leurs clients, avec en toile de fond ce risque de donner la sensation qu'on exploite la crise pour vendre. Vous avez à droite un exemple d'un lunetier qu'il a appris à ses dépens en proposant 2 masques sanitaires pour toute commande. Alors, le lunetier, bien évidemment, a subi le backlash des consommateurs sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire, si les consommateurs en cette période ne veulent pas qu'on leur vende des choses, qu'on ne fasse pas de la vente pure et dure, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, ce qu'ils veulent entendre, et ce qu'ils veulent des marques, c'est qu'ils s'insèrent dans leur nouvelle vie quotidienne, qu'ils puissent les aider à s'occuper pendant le confinement. Ils attendent aussi une communication un peu plus
factuel et plus d'informations sur la manière dont ils s'organisent pour faire face à des situations qu'on vit actuellement. Donc, à la fois pour faire en sorte de protéger ses clients, mais aussi pour protéger ses employés. Ils s'attendent aussi à ce que les entreprises non seulement communiquent sur les valeurs de la marque, mais qu'ils fassent des initiatives pour montrer que les valeurs d'entraide qu'ils énoncent sont suivies d'actes. Et donc tout cela permet de garder un pied de la réalité, permet à la marque de garder un pied dans la réalité et de faire en sorte de faire vivre sa communauté sans pour autant chercher à vendre. Donc on aura ensuite avec Jorma et Simon des illustrations de ces trois formes de communication. Alors, on va commencer par une question pour Jorma. Donc, pour revenir à tout ce qui est marketing automation, pourquoi est-ce que les campagnes automatisées peuvent être dangereuses dans la situation actuelle? Merci Sarah. Alors, dangereuse, déjà on est sur un vocabulaire qui est sans doute un peu extrême justement dans le contexte. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que la plupart des programmes automatisés ont été mis en place évidemment avant toute cette période et qu'il y a donc parfois des éléments de langage qui ne sont pas appropriés, qui sont même parfois un peu malvenus. Là, on voit cette campagne automatisée d'une compagnie aérienne américaine qui pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour voyager. Je pense que quand on envoie ça le 12 mars, qu'il y a déjà des problèmes qui existent en Chine, en Italie, il y a sans doute en fait de meilleurs moments pour voyager. Et il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut retrouver dans des plans automatisés et qui peuvent être un peu malvenus vis-à-vis des clients et pas très à propos. À bientôt en magasin, c'est le moment de se faire plaisir, des choses comme ça. Donc, on l'a vu avec Sarah, une demande de pertinence et de prise en considération du contexte actuel. Et de ce point de vue-là, il faut être évidemment vigilant sur les contenus qui peuvent être dans l'ensemble des programmes automatisés, que ce soit de cycle de vie ou de retargeting en général. D'ailleurs, on peut passer à la slide sur les tendances. Je pense que c'est intéressant de suivre les tendances qu'on a pu voir chez nos clients, justement. Là, c'est une illustration, hein, c'est juste l'illustration chez un de nos clients de son revenu. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un client qui est un fashion retailer qui opère des magasins et un site marchand. Et donc, ce qu'on voit évidemment, c'est qu'à partir du début du confinement, le maintien de l'activité est celui du revenu web. Alors, les cas sont un peu différents chez nos différents clients en fonction des verticales. On a des pure players qui arrivent à maintenir une activité, une petite activité, mais qui est moins impactée que le reste des autres verticales. Évidemment, tous les clients qui opèrent des magasins physiques, notamment fashion retail, ont subi la fermeture de leurs magasins. Et il y a le cas à part de la verticale du travel and hospitality qui a été extrêmement impactée et même avant le confinement puisque le Covid était déjà en train d'apparaître dans différents endroits du monde, en Asie dans un premier temps. Alors, on a parlé du revenu, du coup, sur tout ce qui est KPI email, je te laisse continuer. Oui, toujours sur le suivi de ces tendances, ce qui est intéressant à suivre, c'est que donc on a vu un peu comment ça fonctionnait pour le revenu en général, mais ce qui est important, c'est qu'on a suivi chez ce même client, mais qui était assez représentatif de ce qu'on a pu voir chez des clients qui avaient la même typologie, c'est-à-dire des magasins et un site marchand, les résultats et leur programme CRM. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement un maintien. On voit donc en bleu les messages envoyés, le taux d'ouverture en orange et en gris le taux de clic. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de messages envoyés, il y a eu une baisse pendant la semaine du confinement, puisque là, c'était essentiellement des messages d'information qui ont été envoyés pour expliquer
comment les marques, et là en l'occurrence comment la marque allait s'adapter à ce confinement, avec un très bon taux d'ouverture, parce que ça veut dire que les clients étaient intéressés par cette information et pas de taux de clic, parce qu'en fait, il n'y avait pas de destination, il n'y avait pas de clic à faire. Et par la suite, un retour à évidemment un programme CRM un peu plus allégé, mais malgré tout, un programme qui continue à se maintenir, des communications qui sont envoyées et des clients qui restent attentifs, puisqu'on voit que les taux de clic et les taux d'ouverture sont assez stables et correspondent plutôt bien à ce qui pouvait avoir lieu auparavant. Donc, tu parlais d'une stabilité plutôt sur les KPI email. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à retenir justement par rapport à ces premières réactions que les marques ont eues face à la situation? Oui, je pense que pour moi, un des enseignements qu'on a vu là encore chez nos clients ou plus globalement sur le marché, c'est à quel point c'était important pour les marques d'être flexibles et de s'adapter rapidement. On a vu des marques qui n'ont pas semblé adapter leur message assez vite et qui ont été assez vertement critiquées, disons, parce que les clients avaient la sensation qu'elles ignoraient la situation, qu'elles ignoraient le contexte. Donc, ce que ça peut montrer, c'est qu'il y a parfois un manque de flexibilité au niveau de la manière d'opérer le CRM. Tu as des créas qui étaient prêtes depuis quelque temps et qui n'ont pas été modifiées, qui n'ont pas été adaptées. Et ça a pu être souligné par les clients finalement. Donc, la flexibilité, savoir rester flexible, ça a été un des enseignements intéressants. Et après, ce qu'on a vu, c'est un plan qui a été déroulé de manière assez similaire par la plupart des acteurs, c'est-à-dire d'abord une phase d'information, comme on l'a vu précédemment, pour justement donner un peu de l'information sur ce qui se passe pour la marque, puis une reprise de contact pour conserver un lien avec les clients, avec des messages un peu réorientés, un peu plus de branding, un peu plus d'éditorial, et justement quelque chose de plus adapté à la situation de chacun. Et de ce point de vue-là, on a déjà vu des choses assez intéressantes qu'on pourra… il y a quelques exemples que je pourrais vous montrer par la suite. Du coup, tu disais, genre Mac, que les clients, que les retailers, dans le travel, tout le monde essaie de s'adapter comme il peut. Bien évidemment, genre Massimo, vous êtes en première ligne pour aider les clients chez Tiny Clothes à adapter leur stratégie. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer, mais synthétiser rapidement, comment ces changements ils ont changé justement la manière dont Tiny Clothes travaille avec les clients? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles demandes et comment Tiny Clothes s'est adapté à ces changements? Oui, avec plaisir. Du coup, les choses se sont déroulées en deux temps. Un premier temps qui est très important et qui va m'éloigner du cœur de mon métier sur la data, etc. Mais c'est de pouvoir redéfinir avec nos clients les priorités business qui veulent se fixer pour toutes ces semaines de crise ou de confinement. On en parlait juste avant sur la partie quels objectifs on se donne, comment on arrive à maintenir sa réputation, etc. Je pense que c'était la première réflexion à avoir. Une fois que ces éléments-là étaient fixés, pour le coup, on va réfléchir au setup prédictif. Ça, c'est vraiment le temps 2. Et ce qu'on a pu faire, c'est mettre en 3-4 jours à disposition de nos clients des setups un petit peu dédiés. Donc, je ne sais pas à quel point tout le monde est familier avec ce que fait Tiny Clothes aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de vous aider à optimiser un type d'événement. Le réglage par défaut qu'on fait, c'est de pouvoir booster chez vous les conversions, donc centrer sur les acheteurs. Et on va réussir à trouver les futurs acheteurs à partir des acheteurs du moment, des acheteurs actuels qui sont en train de consommer vos produits. C'est un réglage qui peut rester pertinent pendant le confinement si vous avez des produits, des catégories, des univers qui sont compatibles avec cette période. On peut notamment penser à ceux qui vendent des produits culturels, etc. et digitaux. Ils ont plutôt connu un boost là-dessus, donc ça reste des choses qui sont pertinentes. Comme le disait Jorma, si vous avez aussi une activité web, on peut tout à fait maintenir les choses telles quelles. Maintenant, le plus intéressant pour aujourd'hui et ce qu'on a eu le plus de plaisir à mettre en place, en fait, c'était plutôt des setups dédiés. Encore une fois, en 3-4 jours, on a pu mettre à disposition des utilisateurs de notre plateforme des réglages qui sont un petit peu différents. Le premier exemple, je vais reprendre ce que je disais juste avant sur le web, c'est de pouvoir focaliser la recherche d'acheteurs sur la partie web, notamment pour le fashion, des gens qui avaient la possibilité
de faire à la fois du store et du web, évidemment souvent avec une partie store en termes de revenus qui est plus importante, eh bien, on va pouvoir faire un réglage spécifique au web qui nous permettra d'aller capter toutes les particularités, etc. de ces acheteurs-là, et en particulier pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on va réussir à capter ces subtilités-là. Dans un tout autre état d'esprit, si jamais la partie conversion, finalement, pour l'instant, n'est plus prioritaire, puisque potentiellement, soit elle n'est plus pertinente, soit c'est un souhait de la part de votre marque de ne pas vouloir communiquer sur des aspects très commerciaux, on va passer côté réputation. Et là, on a eu l'occasion de mettre 2 types de réglages en place. Un premier sur le fait de détecter des cliqueurs ou des visiteurs qui ont bien perçu, bien réagi à des campagnes que vous auriez envoyées, qui sont plus axées sur des thèmes ou des contenus. On verra des exemples tout à l'heure, je spoil un peu, mais des propositions d'activités avec des enfants, des choses comme ça, qui sont tout à fait pertinents et qui vous permettent de maintenir une relation avec vos clients fidèles. Ça a quand même été quelque chose d'assez efficace. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les taux de clics, etc. Et on a eu l'occasion, du coup, de mettre des réglages spécifiques à la détection de cliqueurs ou de visiteurs. La dernière possibilité, c'est de pouvoir se centrer sur les ouvreurs. Donc là, on est vraiment sur de la réputation long terme. L'idée, c'est juste de pousser du contenu soit éditorial, soit de communiquer sur les actions qui ont été mises en place par votre marque pendant cette période-là, qu'elles soient sociales et solidaires, qu'elles soient économiques, de montrer un petit peu les valeurs de votre entreprise. De la même façon, on a la capacité d'aller réussir à détecter ceux qui sont intéressés par ça et y ouvreurs. Ça vous permet de garder ce levier de thématique et d'apporter un degré de subtilité supplémentaire en fait, à vos communications par rapport à quelque chose de très générique et de pouvoir maintenir un nombre de campagnes envoyées qui reste intéressant et qui vous permettra, encore une fois, de garder une bonne réputation. Je pense que Jorma en parlera aussi tout à l'heure. Donc, c'est très bien. Vous pourriez vous poser la question. Finalement, on peut adapter plein de choses, etc. Mais on a presque l'impression qu'on ne tient pas vraiment compte du fait que les acheteurs eux-mêmes, en fait, ou les visiteurs ont changé de comportement. Il y a plusieurs exemples pour ça. Un que j'ai constaté assez récemment, c'est le bon exemple du sac de farine de 10 kilos. Donc, j'en ai vu j'en ai vu avant dans les supérettes autour de chez moi. J'habite à Paris. Et c'est intéressant puisque ce qu'on peut se dire, c'est que d'habitude, l'acheteur, on va dire, standard de ce genre de produit, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir une volonté d'approvisionnement assez costaud, donc un espace de stockage, sans doute un moyen de transport comme une voiture, etc., pour le transporter. Donc, ça reste assez surprenant de voir ce genre de produit apparaître à Paris, mais c'est totalement lié justement au contexte si particulier du confinement. Et on voit petit à petit que finalement, un Parisien qui habite au 6e étage, il sera tout à fait potentiellement capable d'acheter ce type de produit. Ce qui est subtil et intéressant, c'est de voir que finalement, le produit n'a pas changé. C'est toujours le bon sac de farine de 10 kilos, moche, encombrant, etc. Par contre, le profil des acheteurs, lui, il a changé. Et en fait, la plateforme de TinyCloud vous permet vraiment de capter ça. Et les audiences que vous allez extraire en fait, de votre outil vont évoluer en fonction des évolutions justement de profil, que ce soit des évolutions rapides ou lentes. En fait, ça va complètement s'adapter à ces tendances-là. Je pense que tu as déjà répondu à la question suivante, justement pour revenir sur ton cœur de métier, pour te faire plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux ajouter par rapport à comment les algorithmes, on a parlé de comment l'humain s'adapte, et maintenant comment les algorithmes arrivent à s'adapter justement à ces changements de consommation? Ça marche. Donc oui, comme je le disais juste avant, finalement, on voit que ces audiences-là vont s'adapter. En fait, ça vient du fait que pour les construire, on va vraiment observer les acheteurs ou les ouvreurs ou cliqueurs, pour les autres cas d'usage que j'évoquais, du moment. C'est ça qui va nous garantir l'adaptation à des tendances qui sont parfois à évolution rapide. On est en train de regarder ce qui se passe maintenant. Ça peut paraître du coup assez logique, mais aussi assez simple et basique. En fait, la subtilité, elle n'est pas vraiment dans l'observation de ces acheteurs ou de ces utilisateurs récents. C'est dans la construction de ce qu'on appelle les variables latentes, qui est le produit des algorithmes de TinyCloud. C'est un peu le gros mot, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on cache derrière ce vocabulaire-là. En fait, ces algorithmes, ils vont utiliser, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, toutes vos données first party, donc les données de votre table utilisateur ou client, un historique d'achat assez profond, 24 mois en général, l'ensemble des historiques email, des réactions aux emails, donc ouverture, clic, etc., en général sur 6 mois. Donc, on est quand même en train de parler de tendances, pour le coup de profondeur, assez longues, qui s'inscrivent dans la durée. Et c'est à partir de ces données-là qu'en fait, nos algorithmes vont réussir à extraire des variables dites latentes. On les appelle comme ça parce qu'en fait, elles ont été construites de façon non supervisée. C'est-à-dire que je n'ai pas dans mon équipe des gens qui vont aller fine-tuner et décider quelle est la sociologie de votre base de données, quel est le type de comportement, combien de types de comportements on peut définir, etc. Tout ça, on donne la responsabilité en fait, aux algorithmes, la mission de pouvoir l'extraire. L'avantage de faire ça, c'est qu'on s'assure d'avoir le résumé mathématique le plus complet possible sur la sociologie et sur le comportement de l'ensemble de votre base.
Donc, en partant de cet input-là, parce que là, on ne parle que d'un input, on a utilisé toutes vos données, on a construit des variables explicatives et on a du coup, pour chacun de vos utilisateurs et de vos clients, une description mathématique complète qu'on va stocker et qu'on va mettre de côté. Une fois que vous venez sur votre plateforme et que vous avez besoin de détecter les utilisateurs qui vont être appétents à une offre, qui vont être appétents à une thématique que vous souhaitez aborder pour de la réputation, etc., on va utiliser ces variables latentes pour aller trouver qui sont les personnes qui ressemblent au profil type. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, on s'adapte à ces profils types. La force de TinyClue, c'est sa capacité et la finesse de détection qu'on a des ressemblances entre les différents profils de votre base, puisqu'ils sont tout simplement uniques. Si on rapprochait ça d'une segmentation, en fait, c'est l'équivalent d'avoir un segment par personne, tellement la subtilité en fait, mathématique est poussée dans les algorithmes. C'est ça qui nous permet de faire la différence la plupart du temps. Donc, juste pour résumer sur cette partie-là, l'idée, c'est que ces algos vont construire une description complète mathématique de vos utilisateurs, et c'est vraiment ces variables-là qui vont nous permettre d'être très pertinents d'un point de vue prédictif et du coup de vous garantir la performance que vous cherchez sur la suite. Donc, un mini résumé pour ceux qui seraient un peu perdus. Il y a deux grands temps. Le premier, c'est qu'on est en train d'observer les acheteurs ou les ouvreurs cliqueurs du moment. Souvent, ces 30 jours avec le confinement, c'est des choses qu'on a été amené à faire évoluer, notamment en les passant à 90 jours si nécessaire, en fonction des données que vous aviez, etc. On pourra y revenir si ça intéresse des gens. Mais donc, en général, 30 jours. On va observer ces gens-là et ensuite, grâce à notre historique profond et aux variables qu'on a déjà extraites, on va réussir à trouver qui ressemble à ces acheteurs du moment, à ces cliqueurs du moment. C'est comme ça que finalement, à chaque fois que vous allez refaire une extraction d'audience sur votre outil TinyClue, vous allez avoir une audience qui est parfaitement adaptée aux tendances qui ont lieu actuellement. Puisque si on faisait, si je reprends mon exemple, un ciblage de sacs de farine actuellement, on aurait un mélange assez subtil de gens très riverains, très urbains, pardon, et d'autres un peu plus ruraux, j'imagine. Si vous l'aviez fait il y a 6 mois, je pense qu'effectivement, il y avait sans doute assez peu de Parisiens qui se seraient retrouvés dans ce genre de choses. Donc évidemment, c'est peut-être éloigné de votre business à vous, mais on peut tout à fait faire le parallèle avec d'autres types de produits, qui soient culturels, que ce soit du prêt-à-porter, etc. Et même sur du voyage, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, notamment plutôt sur la partie redémarrage et qu'est-ce qu'on peut faire pour voir comment on peut vous accompagner là-dedans. Donc, c'est super, des algorithmes très subtils qui vous permettent de détecter les bonnes personnes. Mais le message le plus important qu'on a à vous passer, et c'est ce qu'on se disait finalement sur la question précédente, hein, comment on peut adapter les choses, comment on essaye d'être réactif, c'est surtout que vous avez la main en fait. Nous, notre objectif, c'est de mettre à votre service et à votre disposition des algos qui sont poussés, les plus poussés possibles, qui vous permettent en quelques minutes d'aller récupérer l'audience la plus pertinente. Mais ça doit normalement vous libérer et vous redonner la main et le contrôle sur la stratégie marketing que vous voulez mettre en place et sur le message que vous voulez faire passer. L'idée, c'est vraiment de vous débarrasser de l'aspect plomberie, comment je vais réussir à faire cette audience, parce que je sais que c'est le bon message, je sais que c'est ça que je veux pousser au nom de ma marque. L'idée, voilà, c'est de vous garantir cette capacité d'adaptation et l'agilité qu'on évoquait juste avant, en particulier dans un temps de crise comme celui qu'on est en train de traverser. Merci Simon pour cette explication très ludique, pour s'éloigner un peu de la technicité de la chose. Jorma, tu disais que les KPI email sont assez stables par rapport à toutes les KPI qui sont plutôt centrées sur le revenu. Est-ce que d'après les tendances aperçues chez les clients, mais aussi la situation dans laquelle on se trouve, est-ce qu'il faut continuer à prendre la parole auprès de ses clients, de sa base de données, ou est-ce qu'il faut être drastique, arrêter de communiquer et puis reprendre quand les choses vont reprendre post-confinement? Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment à TinyClue de donner ce conseil, mais ce qu'on observe, nous, de ce côté-là, c'est que c'est une situation inédite. Je pense qu'il est important, c'est de regarder un peu comment, et de la même manière que l'algo s'adapte, et c'est très bien, je pense qu'il faut que le marketeur s'adapte aussi à la situation et qu'il soit encore plus vigilant sur ses KPI, sur les taux d'ouverture, de clics, sur le désabo. Évidemment, et un peu comme pour les algos, l'objectif ne peut pas être exactement le même en termes de les attentes, en termes de taux de transformation, de taux de conversion ne peuvent pas être exactement identiques, mais être bien vigilant et justement en sachant que les algos sont en mesure de s'adapter, il faut aussi que le marketeur, lui, garde une capacité, une agilité sur ses messages quand il programme son plan de campagne.
Du coup, cette stratégie que les marketeurs décident de continuer, de baisser un peu leur fréquence de communication ou d'arrêter complètement, tout ça, ça a bien évidemment un impact sur la délivrabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que ça veut dire et ce que ça implique chaque stratégie en termes de délivrabilité? Oui, bien sûr. Ben, on sait que la délivrabilité se construit un peu dans le temps. La délivrabilité, c'est en fonction des scores de réputation, des notes qu'attribuent des acteurs comme les webmails, c'est-à-dire Gmail, Yahoo, Orange. Et donc ça, c'est fait. Ils monitorent régulièrement le nombre d'emails envoyés, les résultats de ces emails, s'il y a des plaintes, des demandes de spam de la part des utilisateurs. Et c'est en fonction de ça qu'on se crée un score une réputation, un score de délivrabilité. Ensuite, on sait que les acteurs comme les webmails sont assez sensibles aux changements brutaux. Donc, ils n'aiment pas que les volumes envoyés augmentent brutalement ou qu'ils baissent brutalement. Et donc, l'impact de tout ce qu'on vient de se dire sur la délivrabilité, il y a eu une baisse, on l'a vu un peu, c'est logique et c'est un peu mécanique du nombre de communications. L'idéal, c'est que cette baisse, elle se fasse quand même assez progressivement. Et c'est aussi de garder, malgré tout, donc ça répond peut-être un peu à la question, au moins sur l'aspect délivrabilité, c'est de garder des contacts avec ses clients, avec sa base de données, ne serait-ce que pour cet aspect délivrabilité, c'est important. Et de continuer à monitorer finement ces KPI principaux sur l'email pour justement essayer de conserver des KPI qui peuvent ressembler à ce qu'on a d'habitude et penser qu'il faudra reprendre progressivement aussi par la suite, puisque une augmentation brutale du nombre d'emails envoyés peut être impactant. On imagine que peut-être que les webmails prendront un peu en compte la situation d'une manière ou d'une autre, mais comme on n'a pas exactement, c'est pas très transparent sur la manière dont ils gèrent ça, il faut plutôt adopter des mesures de prudence de ce point de vue-là et reprendre progressivement tout en jetant un œil régulièrement à ces KPI principaux. Merci Jean-Marc. Au début, on a évoqué le fait que les consommateurs ne veulent pas que les marques leur vendent des choses dans ce contexte et dans la situation dans laquelle on se trouve. On disait qu'ils veulent qu'ils s'insèrent dans l'utilité et qu'ils démontrent leur utilité dans la vie quotidienne, qu'ils divertissent. Donc, je sais que tu as des exemples sur ça. Je te laisse les présenter. Ben là, on a un peu regardé les différentes communications qui ont été envoyées depuis le début du confinement. Alors, il y a eu au départ forcément des emails d'information, c'est ce qu'on disait. C'est pas forcément, il n'y a pas d'appel au clic, c'est plus des efforts de transparence vis-à-vis des clients autour de la marque. Et petit à petit, on a vu donc une réorientation de certains agendas CRM avec des choses pour prendre en compte justement ce contexte, s'adapter et s'intégrer dans la vie quotidienne avec des petits conseils. Là encore, quelque chose de commercialement assez léger. Là, c'est les exemples qu'on a avec Conforama. On a pu voir que une fois que cet état de fait était compris pour tout le monde et accepté d'une certaine manière, il y avait aussi une manière pour les marques de se réapproprier de manière un peu amusante avec des contenus un peu éditorialisés et malgré tout avec aussi des contenus commerciaux en parallèle en gardant le ton de la marque. Ce qui fait que et d'ailleurs, tu peux tout à fait enchaîner avec le slide d'après où on voit qu'il y a des marques qui, même si leurs activités sont très, très fortement impactées, c'est le cas de Billets Réduc, retrouver un peu leurs fondamentaux dans leur communication, Billets Réduc, en proposant du divertissement parce que finalement, c'est ce qu'ils vendent en général. Et là, ils ont une manière de garder le lien avec leur base de ce point de vue-là. Gucci, qui de la même manière propose quelque chose un contenu avec un bel email très léché, avec un podcast sur la mode. Donc, ils retrouvent vraiment l'essence un peu de leur mode de communication habituel. Et certains qui arrivent aussi à remettre une touche commerciale et en réaffirmer un peu leur positionnement. Et si le positionnement il est amusant en général, ben pourquoi pas le conserver. Il y a des manières de s'habiller, comme le dit le printemps, même pendant la période de confinement. Et donc, on retrouve plein de discours intéressants de ce point de vue-là. Et sur la flexibilité, alors là,
on a pris un exemple évidemment d'une industrie qui est là aussi très, très fortement impactée. On a vu des preuves de flexibilité dans leur offre de la part de ces acteurs et qui ont été traduites évidemment dans leur plan de communication. Et je pense que les clients sont attentifs à ça. Donc, c'est intéressant de voir comment les différentes directions CRM ont su s'adapter et communiquer pendant cette période. Merci Jean-Marc. Du coup, on a vu comment les marques peuvent communiquer, des exemples de comment les marques peuvent communiquer pendant cette période. Je sais que tu as déjà apporté des éléments de réponse à cette prochaine question, mais est-ce que si tu pouvais nous résumer 3 actions que les marketeurs peuvent prendre, mais post-confinement, confinement plutôt, pour communiquer auprès de leurs clients? Là, ça va. Oui, en effet, ça va reprendre des éléments précédents, mais alors sur la délivrabilité, on l'a évoqué, mais ça reste quand même important. C'est être vigilant en essayant de, quand tu as à la reprise ou même une reprise progressive, de communiquer, d'augmenter les volumes progressivement et d'être très vigilant à ces différents KPI parce qu'il ne faut pas, le pire étant d'affecter sa réputation fortement, ce qui peut mener après à avoir à justement tout recommencer depuis le départ et encore avoir à rebaisser ses volumes. Donc, je pense qu'il y a un gros point de vigilance de ce point de vue-là. Toujours rester flexible dans son agenda. On sait que, on l'apprendra sans doute aujourd'hui et demain que la reprise, le déconfinement se fera progressivement. Et donc, en termes de message, je pense qu'il faut toujours avoir une flexibilité dans son agenda, quitte à sacrifier parfois des créas un peu surtravaillés pour être capable plutôt de faire des modifications un peu de dernière minute et d'être adaptable par rapport à ça. Et après, le dernier point, et c'est un peu pour boucler avec ce qu'on a dit au départ, sur tous les plans automatisés, peut-être qu'il y en a qui ont été complètement arrêtés ou des créas qui ont été revus justement pour être à la sauce confinement. Je pense que c'est intéressant de refaire une vérification sur tous ces dispositifs pour justement ne pas se faire surprendre à nouveau, et pouvoir justement contrôler vraiment bien son message vis-à-vis de ses clients. Du coup, on a parlé de l'humain. Le mot d'ordre, c'est la flexibilité et l'humain doit s'adapter. C'est le marketeur qui a les clés vraiment. Et donc, oui, tout à fait. C'est lui qui doit s'adapter en premier lieu. Et après, les outils sont capables de s'adapter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En parlant d'outils, comment l'IA peut aider à redémarrer et comment elle peut aider les marketeurs enfin, à justement être plus flexibles dans leur plan post-confinement? Et j'imagine que c'est sans doute ce qui va le plus vous intéresser tous, puisque finalement on se projette vers des choses en tout cas plus prometteuses ou d'avenir, quoi. Donc je vais reprendre un peu ce que je disais juste sur la façon dont on s'est adapté précédemment, puisque finalement ça revient aussi à une espèce de période d'adaptation. Ça passe forcément, je vais me répéter là-dessus, vous me le pardonnerez, par une définition des objectifs business, vraiment discuter avec le customer success, etc., pour pouvoir définir la meilleure stratégie avec eux. Et derrière, finalement, la partie, comme tu le disais, la partie AI, c'est un outil. Elle est là au service des marketeurs. Donc, c'est le rôle de mon équipe de pouvoir faire les réglages les plus adaptés aux objectifs business que vous vous serez fixés. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que ça se passe, quoi. L'objectif, encore une fois, ça va être de redéfinir, si nécessaire, le type d'action qu'on cherche à encourager. Est-ce que vous voulez tout de suite passer sur de la conversion? Est-ce qu'on reste encore avec un mix entre réputation et conversion qui nous amènerait à maintenir des capacités de ciblage d'ouvreurs et de cliqueurs récents? C'est avec vous qu'on pourra le définir. L'idée, comme tu le disais, hein, Sarah, et tu l'as dit aussi évidemment, Jean-Marc, c'est de réussir à rester réactif, de pouvoir s'adapter au changement de comportement de vos utilisateurs, à la complexité de votre offre, complexité soit par construction, soit par les temps qui courent, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on peut aussi commencer à réaborder certains sujets, je pense en particulier au travel. Donc jusque-là, super, rien de nouveau, j'ai rien raconté de plus par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. S'il y a une chose, je pense, intéressante pour vous quand même, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quelque chose qui serait sans doute plus spécifique à la reprise et au fait que la volumétrie de conversion, etc., sera quand même un peu en berne pour les 30 ou les 90 derniers jours passés, c'est que on peut avoir deux types de démarches, soit une démarche relativement passive mais très utile qui permet, dès qu'on a la reprise, même légère de vente pour une offre, de pouvoir la pousser assez rapidement.
c'est que pour rappel, en fait, le seuil, la capacité de ciblage de TinyCluse, elle est assez importante, puisqu'à partir du moment où vous avez 30 profils, donc 30 utilisateurs, 30 acheteurs ou 30 cliqueurs sur les 12 derniers mois, nous, on est confiant pour vous fournir une audience qui est robuste et de qualité d'un point de vue prédictif. C'est une super nouvelle, puisque ça veut dire que si certaines offres qui n'étaient absolument pas adaptées à la période de confinement, etc., reprennent un petit peu sur les premières semaines de déconfinement, ça va nous permettre très rapidement de vous mettre à disposition un outil qui vous construit l'audience la plus pertinente en évitant justement d'aller potentiellement contacter des gens pour lesquels ça ne le serait pas parce qu'ils n'ont justement pas de profil en relation avec les acheteurs récents. Donc encore une fois, ce seuil très bas nous permet de vous aider pour les reprises d'offres qui étaient complètement arrêtées, on va dire, pendant le confinement, mais qui vont redémarrer gentiment. De la même façon, pour la réouverture des magasins, on parlait tout à l'heure de se focaliser sur le web. Si à l'inverse, on veut se focaliser sur les magasins, réussir à encourager vos consommateurs, vos clients à revenir en faisant du web to store, de leur mettre des incentives dans vos emails pour les faire venir en magasin, c'est aussi des choses spécifiques qu'on peut mettre en place qui peuvent être utiles, en particulier évidemment pour le fashion, pour la suite, quoi. Pour le travel, cette fois, c'est pareil. Finalement, la réouverture des ventes pour certaines destinations, le seuil sera le même. Donc, dès qu'on aura un nombre assez restreint quelque part de réservations, on aura la capacité d'aller trouver ceux qui vont partir. Et pour rappel, on n'est pas juste en train d'être capable de détecter ceux qui vont partir le mois prochain. On peut se projeter à beaucoup plus long terme. À partir du moment où vous avez 30 acheteurs, si c'est pour partir en Australie en 2021, mais que vous en avez 30, on est capable de vous construire de la même façon une audience qui vous permet d'aller étendre ce genre. Bon, c'est évidemment un exemple extrême, hein, mais c'est pour vous montrer la capacité de l'outil. Ça vous permettra justement d'aller chercher l'audience la plus pertinente. Une dernière démarche à laquelle on a potentiellement pensé, c'est que vous mettiez en place des offres dédiées, des offres nouvelles en fait, hein, des nouveautés finalement dans votre catalogue d'offres que vous souhaitez du coup promouvoir pendant le début, on va dire, du déconfinement. Là, de la même façon, le même seuil, à partir du moment où vous aurez 30 acheteurs, cliqueurs ou ouvreurs sur les 12 derniers mois, on sera en mesure de pouvoir faire des audiences qui sont des audiences de qualité. Donc, tout ça pour dire qu'en résumé, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui doit être à votre service, qui doit vous permettre de prendre la main et le contrôle et de vous concentrer sur la partie, le cœur de votre métier, la définition du message, la définition de votre stratégie par rapport à votre marque et le marketing que vous souhaitez mettre en place, puisque derrière, on aura la capacité d'adapter votre plateforme si nécessaire jusqu'à faire des réglages spécifiques d'un point de vue prédictif qui vous permettront de toute façon en quelques minutes de récupérer les audiences que vous cherchez. Merci Simon, merci Jorma. Je voulais faire une conclusion, mais je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie Q&A aux questions-réponses qui s'affichent devant vous. On va attendre 2 petites secondes. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait des questions. De toute façon, n'hésitez pas à contacter success@tinyclose.com si vous avez des questions. On peut bien évidemment y répondre hors ligne. Merci à tous pour votre présence. Merci Simon, merci Jorma. Et encore une fois, vous recevrez une bibliothèque digitale sur les ressources qui parle du sujet d'aujourd'hui. Donc, merci à tous, prenez soin de vous et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi Sarah, merci à tous.